band. C'est là, après j'ai lu le texte qu'il a écrit, c'est la basse band qu'il a fait toutes les recherches. Ce sont des personnalités qu'il a rencontrées dans le régime basse band. Oui. Et donc c'est symbolique. Significatif pour moi d'avoir reçu cette médaille de la ville de Basse-Pointe. Et puis, autre question sur le... Vous étiez coordonnateur à l'UNESCO. Est-ce que vous l'êtes encore? Oui, j'ai compris. Donc, quand Dani Naim rentré, il a créé une association internationale de recherche tamoul, sur le tamoul, pour que le monde entier, le monde tamoul, soit regroupé, reconnaître, entraide. Le monde sache, le monde tamoul sache que les gens existent partout. Et puis après, au bout de 10 ans, cette association internationale qui a fait son congrès en Malaisie, en Inde, même à Paris, 3e congrès c'était à Paris, et il concentrait sur la langue tamoul. Mais après, un groupe de jeunes, des amis de Taninaya Gamadigal, ont dit il faut faire, pour promouvoir la culture tamoul, où il y a des diasporas tamoul, par exemple, la culture tamoul est en train de mourir. Donc, ils ont créé une autre association internationale qui existe depuis 40 ans, qui s'appelle Mouvement international de promotion de la culture tamoul. Et donc, j'ai été invité pour donner une conférence l'année dernière, il y a un an, et je parlais à Paris des Indiens de Tamoul de Martinique et Guadeloupe. Donc, ils sont... Probablement, je suis le seul qui s'intéresse de cette population et j'ai fait des recherches, j'ai écrit là-dessus. Et ils m'ont nommé comme coordinateur de travailler avec les Nations Unies, plus particulièrement avec l'UNESCO, parce que nous avions un statut avec l'UNESCO. Voilà. Et vous êtes encore à l'UNESCO dans ce poste-là? C'est pas un poste, c'est un poste bénévole, honorifique. Je suis coordinateur pour développer cette relation, parce que l'UNESCO, il y avait un magazine en tamoul, ils ont mis la langue tamoul comme une langue qui risque d'être morte, et si ce n'est pas continu. Donc, ils ont beaucoup de recherches, ils ont beaucoup de documents sur le tamoul. Mais vous avez dit qu'il y a 100 millions de personnes dans le monde qui parlent le tamoul. Oui, mais donc elle n'est pas prête de mourir. Mais il elle est menacée? Parce qu'elle est menacée dans la mesure que c'est tout le monde. Par exemple, j'ai des enfants qui parlent tamoul, mais j'ai un enfant qui ne veut pas parler tamoul parce qu'il est né en français. Et il y a beaucoup de familles qui vivent hors des États. Ils ne parlent pas ou ils n'écrivent pas. Donc il y a un risque de cette perte. Donc vous anticipez la disparition de la langue. Et surtout avec la globalisation et libéralisation et le développement d'informatique. Et le tamoul risque de pousser derrière l'anglais. Maintenant, aujourd'hui, à l'actualité, on parle de l'enseignement de l'anglais à l'université française. Mais nous, par contre, le tamoul était c'était un peu béni par Internet et Facebook surtout, parce que dans l'Internet, tamoul, maintenant, c'est parmi les 5 premières langues écrites. Vous voulez montrer aux téléspectateurs cinq langues ça écrites. Et moi, je suis même traducteur officiel pour Facebook. Si vous voulez voir un peu à quoi ressemble l'écriture tamoul, vous avez ici une page, peut-être qu'on aura... J'ai montré la page sur Martinique. Vous voyez, ça ressemble un petit peu, attendez, sur la Martinique. Vous voyez, ce sont des signes. Comment est-ce que... C'est difficile pour quelqu'un qui écrit une langue européenne d'écrire cette langue-là? Elle est un peu compliquée? Mais pourtant, nous avons beaucoup de professeurs comme Filiosa, Gros, qui ont appris la langue, qui ont traduit la littérature tamoul en français. Et donc, voilà, ça c'est Martinique. Il a écrit un chapitre sur le Martinique, les tamouls de Martinique. Ça s'appelle Martinique Tamoul. Ces chansons que les gens chantent. Et ça, c'est le livre de Tanaya. C'est la carte de Martinique. C'est la carte de... Voilà. Donc, il y avait quelque chose d'écrit sur la Martinique. Vous voyez, chaque pays. Vous reconnaissez donc comment Martinique est écrit en tamoul. Martinique. Vous voyez la Martinique. Et puis voilà, en haut, le titre de l'article qui nous concerne. Voilà. Il y a une chanson qui est écrite ici, que le Martiniquais chante. Que le Martiniquais chante, d'accord. Donc c'est ça. C'est intéressant parce que je voudrais bien traduire, si vous me permettez. C'est une chanson qui a été faite en Pondichéry pour critiquer les Français. Un peu rigoler, parce que les Français sont colonisateurs, c'est eux qui fixent le prix pour l'agriculture, le produit agriculture en Inde. Par exemple, Oran Totatele, Urutam Potana Vellerikai, Urutam Potana Vellerikai, Kasikirendi Vikasoli, Kagidam Potana Vellekara, Kagidam Potana Vellekara. Un agriculteur à Pondichéry en Inde, il a semé courgettes ou aubergines, voilà.
Et quand il allait à récolter, il reçoit une lettre de la France à quel prix il doit vendre ce courgette. Donc il ridicule un peu, oui. c'est nous qui nous sommes plantés, c'est eux qui fixent le prix. Et c'est surtout qui fixe Et les cette prix. chanson-là, les gens en Martinique et Guadeloupe chantaient sans savoir, même un peu corrompus, sans savoir qu'est-ce que ça veut sens, dire. l'origine, Et oui. puis moi je suis allé, j'ai demandé à mon oncle, qui est le président de l'Assemblée nationale de Pondichéry, qu'il a chanté la même chanson, et j'ai mis dans le Facebook et j'ai traduit. Alors ça a mis beaucoup de... Voilà. J'ai Alors, entendu parler dans Alassane, vous parlez... Saint-Pierre, les gens, vous savez, le monsieur qui a chanté derrière nous de l'Alsinké. Oui, cette chanson. il l'a chanté aussi. Alors, vous parlez beaucoup de Facebook, peut-être pour les téléspectateurs qui s'intéressent. Vous avez une page, donc il faut taper Sam Vijay, Oui. V-I, donc votre nom était écrit tout à l'heure, V-I-G-A-Y, si vous voulez aller consulter sa page. Parce que... Cette semaine, j'ai l'indianité de Basse-Pointe dans la page. Portrait. Et portrait, c'est un temple de Martinique, qui est mon portrait, donc vous n'allez pas voir mon image. Là, à l'intérieur, si vous devenez mon... Vous pouvez voir beaucoup de photos et vidéos prises. Alors maintenant, puisque notre émission ne dure pas éternellement, il faut qu'on arrive à parler de la place de l'Inde dans le monde et des rapports de l'Inde avec l'Afrique. J'aimerais qu'on en dise quelque chose, mais surtout organisé autour de votre vision, votre pratique de l'humanitaire. D'abord, Pourquoi d'abord avoir choisi de vous former dans l'humanitaire? D'accord, c'est une bonne question. Bon, quand j'ai fini mes études en littérature française, je suis allé vivre dans une communauté internationale. C'est un projet de l'UNESCO d'abord, et après de Pondichéry, qui s'appelle Auroville. C'est une communauté internationale, un peu sens utopique, qui a été créée. Oh, elle est plutôt européenne. Hein? Oui, et aussi on vit avec 30 000 villages. Étant donné que je suis né pas loin de cette Auroville, naturellement j'étais intéressé depuis le début. Après mes études, je suis allé vivre là-bas. J'ai rencontré beaucoup de gens intéressants, même des artistes terribles, ce qui fait les Yakari, les artistes français, il y a beaucoup d'intellectuels, géologues, scientifiques sont venus là-bas et beaucoup d'environnementalistes. Donc, j'ai développé le goût pour l'environnement et la protection de l'environnement et tout ça, et énergie solaire, énergie alternative. Donc, j'étais immersé, plongé dans le domaine de développement durable l'année 70, l'année 75. Et depuis, pendant 5 ans, j'ai vécu là-bas. Je faisais des agriculteurs bio. J'ai travaillé avec l'énergie solaire, l'énergie du vent. Et donc, j'étais intéressé. Et je n'ai pas voulu faire des études dans le commerce international. Donc j'ai cherché une université qui forme de futurs cadres, de dirigeants des ONG. J'ai trouvé une université, un institut qui formait, c'était créé par John F. Kennedy à Vermont. Et je suis allé là-bas, j'ai été admis dans une grande école commerce aux États-Unis, même en France. C'était dans quelle région? C'était Vermont. Vermont, dans le la nord. frontière de Canada. Avec le Canada, oui. Et curieusement, la ville qui se trouve cette université a vécu Rudyard Kipling, l'écrivain anglais. Bon, c'est un autre sujet. Donc, notre siège administratif trouvé dans sa maison qu'il a construit Bliss Scott. Rudyard Kipling. Rudyard Kipling, le livre de jungle qu'il a écrit. Ah oui, le livre de la jungle, oui, je pense que c'est un Indien qui est né en Inde. Oui. Il a eu le prix Nobel, il a refusé. Par hasard, il était en Angleterre, il rencontre une jeune fermière venant de Vermont. Il tombe amoureux, il se marie avec elle et il est dépaysé pour vivre à Vermont, moins 40 degrés. C'est vrai? Avec cette dame, il a vécu 5 ans, il n'a pas beaucoup aimé. C'est là qu'il a écrit la plupart des œuvres et il a écrit, il n'entendait pas avec les paysans vermontaises, l'expression Vermont Feud. Et je suis arrivé dans mon université, je retrouve dans cette maison, et j'ai étudié de cette maison, ça s'appelle Naulaka. Bon, c'est un peu hors sujet, mais quand même, de me retrouver dans une maison où vécu Rudyard Kipling, où il a perdu 2 enfants, il a écrit la plupart des œuvres, c'était une bonne expérience pour moi. Bon. Et quelque part, donc je me suis spécialisé. Donc vous avez appris dans le Vermont, voilà, vous avez fait votre formation. Voilà, et puis par l'intermédiaire des universités, je suis venu pour travailler pour l'UNICEF, UNESCO à Paris. L'UNESCO. Et puis j'étais
comme d'habitude, j'ai participé au congrès, conférences. Un professeur doyen de l'Université de Paris 11, Sceaux, qui m'a offert une inscription directe pour soutenir ma thèse, les rôles de ONG françaises. Parce qu'à cette époque, 81, 82, aucune étude n'était faite sur les ONG. À cette époque, le Médecins sans frontières, Médecins du monde, le Comité catholique contre la faim pour le développement, ce sont des organisations qui se développent dans les années 70. Donc il a voulu que je fasse une étude comparée avec les ONG américaines et les ONG françaises. Mais j'ai été là pendant un an. Après, je vais rentrer aux États-Unis pour faire encore continuer les études, travailler. Un peu abandonné, je vais reprendre un jour. Oui, il faut reprendre. En plus, c'est une étude comparée qui doit être très, très intéressante à faire. Mais l'idée de l'humanitaire, parce que l'humanitaire, c'est très contesté. Vous voyez en ce moment ce qui se passe à Haïti. Il y a ce très beau film de... Comment il s'appelle, le metteur en scène haïtien, qui a montré que l'aide tue, l'aide humanitaire tue. C'est-à-dire que l'aide n'arrive jamais, finalement, aux populations auxquelles elle est destinée. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans l'humanitaire? Étant donné que je suis plongé dans le domaine, je peux vous dire, par exemple, quand je travaille à l'UNICEF, j'ai par ambition d'être dans une organisation internationale qui travaille avec les femmes et les enfants. C'est la seule organisation directement impliquée sur le domaine. Mais j'étais un peu étonné par la richesse, par le luxe qu'ils sont, les cadres. Les cadres dans voilà, les ONG. parce qu'on nous a donné toujours voyager dans une classe d'affaires. On discutait la pauvreté entre le champagne. Et quand même, j'étais un peu dégoûté de ça. C'était votre expérience? Vous étiez toujours... Non, c'était l'expérience de plusieurs personnes, de c'est plusieurs pas la mienne. cadres. Mais quand même, à un moment donné, je n'ai pas voulu continuer longtemps à travailler dans une organisation internationale. J'ai voulu toujours d'autres expériences. Donc, j'ai changé plusieurs métiers. Mais par contre, en même temps, on a besoin de l'UNICEF. Parce qu'il faut une organisation de haut niveau comme porte-parole pour parler de l'enfant. Donc ça devient une référence. C'est un luxe que parfois on doit payer cher. Même des cadres qu'on doit payer cher. Et de la même façon, les ONG aussi sont beaucoup plus sur le terrain que les organisations intergouvernementales, c'est-à-dire Nations Unies, UNESCO, parce qu'ils travaillent entre les gouvernements. Mais parce que le système Nations Unies, vous savez, ils n'ont aucun droit. Ce sont des chefs de l'État qui décident. Et donc les ONG, ils sont créés quelque chose de parallèle. On peut aller travailler. Oui, directement, dans la proximité. Donc on a besoin, pour avoir cet accès à cette population qui ont besoin, il peut avoir comme tous les systèmes de... Non, mais puisqu'il y en a, c'est assez systématique, c'est-à-dire que l'aide est quand même détournée dans la mesure où ce personnel-là, qui est de plus en plus nombreux, est celui qui est entretenu avec l'argent qui aurait été destiné à améliorer les conditions de vie des populations. Est-ce qu'il n'y a pas là une aberration? Même si vous dites, et on le conçoit tout à fait, qu'il faut des institutions des ONG, des institutions non gouvernementales. Cela se conçoit. Mais comment expliquez-vous qu'elles soient en quête d'argent, que les populations du monde payent pour aider d'autres populations qui n'en voient jamais la couleur, finalement? C'est pas... Oui, c'est un constat, je reconnais. Et je prends deux exemples. L'exemple de tsunami. Quand le tsunami a été attaqué, ça a arrivé qu'une catastrophe. Il y avait un engouement parce que ce sont des Français, Blancs et Européens qui sont morts l'éveil juste après le matin de Noël. Ça évoque un sentiment et moi, j'ai été choqué comme tout le monde, mais je ne pouvais rien faire. Je suis resté un jour et après, mon frère m'a appelé, qui est médecin, pédiatre. Il a reçu une centaine d'enfants. Il a dit, oui, l'aide gouvernementale va arriver, mais entre-temps, les gens n'ont rien à manger, vivre, parce qu'il faut sauver les gens qui sont en train de mourir. Donc, j'ai fait un appel à la générosité française via médias, télévision, presse écrite à Orléans. Et puisque j'étais commerçant à cette époque, beaucoup de gens sont venus vers nous. Et j'ai envoyé immédiatement par Western Union. L'argent est arrivé en 2 minutes. Et on a distribué l'argent parce que tout ce que j'avais besoin, de pêcheurs surtout, un peu de nourriture à acheter et des vêtements de vaisselle à faire la cuisine parce qu'il peut faire pêcher. Il a un toit. Alors donc, il est vraiment servi. Mais par contre, des millions d'argent qui a été récolté.
même il n'arrivait pas, même quand il arrive, c'était trop tard, ou ils ont voulu faire 5 fois, ils ont vacciné un enfant, ils ont donné 200 tapis, des choses comme ça. Donc ça a été gaspillé, mais après, ils ont décidé d'utiliser pour d'autres causes. Mais une autre chose, c'est comment, surtout les associations ONG de connotation religieuse comme catholiques, des choses comme ça, ils recrutent l'argent pour aider le développement. Parfois, ils dépensent dans les pays tiers-monde pour convertir les gens au christianisme. C'est ça. Et donc, quelque part, si vous dites « je vais convertir les gens en christianisme », personne ne va donner. Donc, ils parlent ici de développement. Mais là, il parle un peu d'évangélisation. Donc, c'est un détournement, en fait, de ces organisations. On peut le dire, mais quand même, cette population a besoin, et puisque l'Inde est tolérante, je parle de l'Inde, l'Inde est tolérante religieusement, ça n'a pas choqué. Non, mais pendant le tsunami, l'Inde a refusé. L'Inde a refusé par amour propre, parce qu'ils avaient besoin. Ils se sont dit, nous, on peut occuper. Oui, l'Inde a refusé par amour propre. Mais ils sont occupés bien aussi. Mais c'est parce que l'Inde avait compris le rôle des organisations, des ONG, dans justement les phénomènes d'évangélisation ou de corruption. Donc l'Inde a refusé, mais ça a frappé beaucoup les pays européens. L'Inde a refusé pour deux raisons. Ils ne veulent pas que les ONG, petites ONG viennent, ils font des choses. Oui. Ils disent qu'on peut faire un travail mieux, et on a la capacité de le faire. Et l'Inde a une grosse armée aussi. Voilà, donc ils ont bien fait aussi. Il faut dire l'Inde a bien fait son travail. Oui. Il a bien aidé sa population, sans aide Absolument, internationale. c'est ce qu'on savait. Mais peut-être très souvent, ils sont un peu État autoritaire. Ils refusent catégoriquement tous les ONG. Il ne faut pas mettre tous les ONG dans le même panier. Il faut trier, comme les politiques, comme partout dans la politique, il faut trier des gens. Mais il y en a en Inde des ONG. Oui, il y en a. Oui, mais ça veut dire que l'Inde n'a pas rejeté toutes les ONG. Non, ils sont sélectifs. Mais ils sont très sélectifs, mais c'est leur droit. Parce que regardez la situation d'Haïti, les pays d'Afrique, qui, soi-disant, seraient aidés par cet argent et qui n'en bénéficient pas. Votre expérience avec l'Afrique, quelle est-elle? Parce que vous avez aussi passé un temps en Afrique. Ouais. Quand j'étais aux États-Unis, j'ai été associé avec une organisation internationale non gouvernementale, même un peu religieuse. Oui. Et ils ont des programmes en Afrique et en Amérique latine, comme les ONG américaines. Et quand ils ont vu que j'ai une capacité de former des ONG, je suis devenu un peu spécialiste de formation des ONG. Et au lieu de, par exemple, il y a des richesses dans chaque pays. Chaque pays peut développer ressources. Ces ressources propres. Oui. Ça s'appelle collecte de fonds. Parce que si les riches partageaient avec les pauvres de pays, en Inde ou ailleurs, ça sera encore mieux au lieu d'attendre une hégémonie devenant de l'Europe ou Amérique. Donc j'ai formé les cadres des ONG en Afrique, en Amérique latine, même en Inde, dans les nouvelles technologies de développement de ressources, pour mieux gérer leur propre développement, comme ça, au lieu de quelqu'un de l'extérieur vient ou dicte qu'est-ce qu'il faut faire. D'accord. Donc un développement endocentré. Et paradoxalement, quand j'étais à Auroville en Inde, j'étais dominé par les Européens. J'ai appris beaucoup de choses avec eux. Et au bout de 10 ans, je reviens comme un expert. J'ai formé les Européens qui font les projets. Comment créer un projet, comment gérer un projet, comment évaluer. Donc c'était une expérience que je suis revenu à Auroville. Quand j'étais aux États-Unis, j'ai recommencé à travailler avec l'Inde. Et depuis, je travaille avec l'Inde, mais maintenant, pas développement, maintenant je suis dans le développement culturel. Et si vous voulez, je peux dire quelques mots. On va dire tout à l'heure quelques mots. Mais je sais qu'entre l'Inde et l'Afrique, il y a des échanges économiques de plus en plus étroits que dans certains domaines comme le domaine de la santé, que l'Inde s'investit de plus en plus en Afrique, c'est vrai, parce qu'on parle beaucoup de la relation que la Chine est en train d'établir avec l'Inde, et qui est une relation finalement de dépouillement. Est-ce qu'on dirait la même chose de l'Inde qui s'installe aussi Non, c'est pas la même chose, parce que les Chinois, ils ont en fait, ils ont une stratégie long terme. Ils sont comme un dragon, ils essayent de voir. Et pratiquement, ils financent beaucoup de pays africains, comme
comme Éthiopie, Soudan, Algérie, tous les pays. L'île Maurice donne $1 milliard et ils développent tous les projets parce qu'ils sont excessifs l'argent, parce que en transaction. Mais je crains que même avec l'Inde, ils sont tous au nord, ils sont les alliés, mais ils viennent via Sri Lanka pour attaquer l'Inde du Sud. Donc ils ont une longue stratégie, c'est effrayant. Et ils ont même une stratégie un peu souterraine. Voilà, ce n'est pas nécessairement commercial parce qu'ils achètent la terre, ils cultivent la terre, donc parce que de toute façon en Afrique beaucoup de terres sont non utilisées. Donc ils viennent avec la main d'œuvre, très souvent les prisonniers. Oui. Ils les sortent, ils les mettent travailler sur contrôle et puis un peu d'argent est donné à leur famille. Donc ils utilisent tous les systèmes un peu contournant la loi internationale de la mer. Ça. Donc, par contre, l'Inde ça peut être une stratégie de domination à long terme. Donc c'est on dit Pearl, c'est un triangle de Pearl. Donc ils sont en stratégie militaire, navale, géographique dans ce commerce. Mais surtout, ils attaquent tous les pays développés. Mais l'Inde n'avait pas ce même intérêt. L'Inde est très solidaire, les pays de non-alignés. Et aussi, l'Inde proposait beaucoup de développement sud-sud. Pas nord-sud, entre sud, oui. Comme les BRIC pays comme Afrique du Sud, l'Inde, Brésil, Mexico. Oui. On peut aider mieux nos pays comme Afrique parce que nous avons réussi comme beaucoup de technologies qui est adaptées dans les pays. On n'a aucune économie interéconomique. Donc l'Inde est aussi